D'ici quelques jours, cette tiny house sera totalement terminée et quelqu'un pourra l'acheter. Pourtant, il existe de nombreux obstacles avant de se lancer dans ce type de projet et avant d'aller au bout surtout. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage où on va s'intéresser aux nombreux freins qui empêchent les gens d'aller au bout de leurs rêves. Comment faire pour pouvoir acheter une tiny house et ensuite l'installer chez soi. Moi je m'appelle Arthur Bouliard, je suis à l'initiative de la création de La Tiny Française, une entreprise de tiny house basée dans les Hauts-de-France. Alors vous êtes face à un triple défi parce que vous voulez créer des tiny houses qui soient accessibles à tous en termes de prix, qui soient le plus écolo possible et qui soient le plus local possible. Comment est-ce qu'on résout ce triple défi? C'est là que tout le problème se pose. C'est que nos valeurs, c'est avoir une économie locale, donc construire nos tiny le plus possible dans la région. L'idéal, on s'est fixé un périmètre de 50 km. Bon, c'est pas possible de tout avoir dans 50 km, évidemment. Mais 90% pour le moment, c'est fait. Après, il y a aussi l'aspect écologique. Donc pour ça, on a réussi à choisir des matériaux là comme celui qu'on utilise actuellement, la ouate de cellulose, issu de, en fait, c'est des jeans, c'est des vieux jeans qui ont été recyclés. Pareil pour le bois c'est issu de forêts responsables, donc qui ont un engagement aussi vers l'environnement. Il peut être différent, comme replanter un arbre ou limiter la déforestation. Et on a aussi l'aspect de la construction locale. Aujourd'hui, les intervenants qui arrivent sur la tiny house viennent de la région des Hauts-de-France. Et alors, le plus grand défi, c'est d'avoir tout ça à un prix réduit. Sur les deux tiny houses qu'on fait, donc fini avec, en fait la tiny finie, pas clos couvert, donc avec l'aménagement intérieur, donc la cuisine, la douche, le toilette, c'est comme dans une maison. La petite, la 5,40 m, se situera aux alentours des 40 000 €. Et la plus grande, la 7,20 m, elle se situera dans l'idée en dessous de 50 000 €. Vous pouvez livrer des tiny houses totalement aménagées, mais vous pouvez aussi proposer une personnalisation de ces tiny houses. Alors, comment est-ce que ça va se passer et où est-ce qu'on pourra personnaliser sa tiny? Plusieurs options possibles. C'est soit nous acheter une tiny house toute faite, où il y a un certain type d'aménagement qui est déjà placé dedans. Après, il y a une autre option, c'est le clos couvert. Donc, c'est vrai que la tiny house se fait beaucoup en autoconstruction. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut pas l'autoconstruire, on trouve que c'est une super démarche aussi, mais on est là pour dire, voilà, vous n'avez pas forcément les capacités, c'est quand même l'architecture de la tiny house qui est en jeu, la solidité de votre future maison, où vous allez passer votre vie. Donc nous, on peut vous faire le clos couvert et on vous laisse libre à vous de choix de finir l'intérieur comme vous le désirez. L'idée d'une tiny house, c'est d'avoir un mode de vie plus écolo, plus responsable, mais est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'on sait si elles sont durables, ces tiny houses? Comment est-ce qu'elles vieillissent? Alors la durabilité d'une tiny house, ça c'est la question. Alors pour moi il y a deux sujets à voir sur ça. Le premier, moi c'est le sujet qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il faut faire attention aux tiny, la façon dont elle est construite. Parce qu'en fonction de comment on construit la tiny house, on peut augmenter ou baisser sa durée de vie. Une tiny house quand même, c'est un savoir-faire, de savoir faire une tiny house, c'est pas donné quand même à n'importe qui, même s'il y a beaucoup de choses qui existent pour le faire en autoconstruction. Il faut faire attention à la construire dans un endroit fermé, au sec. Parce que s'il y a un petit peu d'humidité dans les murs, ça peut pourrir, on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais 3 ans plus tard, on va se rendre compte que il y a un problème d'étanchéité. Donc pour moi, il faut faire très attention à ça. Après, nous, notre but du jeu, c'est d'utiliser des matériaux quand même relativement nobles. Comme nos fenêtres, on utilise de l'aluminium parce que c'est beaucoup plus durable dans le temps, par exemple, que le PVC. Pareil pour notre bois d'ossature. Notre bois d'ossature est fait de telle sorte à ce qu'il ne soit pas directement en contact avec la pluie ou l'humidité, ce qui augmente aussi sa durabilité. On essaie de choisir des matériaux de qualité qui vont durer le plus longtemps possible dans le temps. Donc là, derrière vous, il y a une très très grande tiny house qui est en train d'être montée. Ouais. Comment est-ce que moi, par exemple, je fais pour la remorquer jusqu'à chez moi si je vous l'achète? Il y a 2-3 solutions qui existent. Il y a la solution, si on a le permis BE, donc un petit permis à passer qui demande une journée de formation puis un petit examen. Mais après, faut avoir le véhicule adéquat. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément le véhicule adéquat. Donc nous aussi, on propose de pouvoir les déposer sur le terrain des gens pour simplifier encore plus la chose. Comme ça, hop, ils viennent prendre leur tiny, on la dépose et ils l'ont. On a vu comment ça se passe côté constructeur, maintenant on va voir comment ça se passe côté client. C'est un parcours souvent long et compliqué avant de pouvoir installer concrètement sa tiny house, à tel point que certains renoncent. C'est le cas de Lisa, notre collègue, qui va nous expliquer pourquoi elle n'a pas réussi à surmonter certains obstacles. Salut Lisa, comment ça va? Super, et toi, comment ça va à Paris? Écoute, ça va bien. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'on fait un reportage sur les tiny houses et comment faire en sorte d'aller au bout de son projet, parce qu'on sait que souvent les gens, il y a beaucoup d'obstacles qui font qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leurs rêves. C'est ce qui t'est arrivé et c'est pour ça que tu as écrit d'ailleurs un article sur 18h39. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as finalement renoncé à ce projet? Je suis allée assez loin dans le projet, j'ai rencontré des constructeurs,
Je me suis renseignée pour installer ma tiny house à Berlin parce que en même temps, mon projet, c'était de m'expatrier en Allemagne. Mais j'ai renoncé. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, d'abord, le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était le prix. Parce que ça a beau être une petite maison, ça reste quand même assez cher, surtout si on le rapporte au nombre de mètres carrés. Mais à l'époque, alors c'était il y a 3 ans, quand je m'étais renseignée auprès de constructeurs dans ma région, c'était 50 000 euros pour avoir une tiny house livrée clé en main. Je voulais éviter de faire un prêt pour devenir propriétaire. C'était un peu l'idée de la tiny house, c'est de devenir propriétaire pour moins cher finalement. Ensuite, il y a la question du terrain. Donc moi, je voulais m'installer à Berlin et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas évident de trouver un terrain aussi compliqué en Allemagne qu'en France finalement. La solution, ça aurait été de connaître des gens qui acceptent de me louer leur jardin ou de me laisser m'installer gratuitement. Voilà, mais à l'époque, je connaissais personne. Et est-ce que tu penses que si tu avais été accompagné, aidé peut-être sur certains points, ça aurait été différent? Complètement. Vraiment, ce qui me manquait, c'était le côté accompagnement législatif. Quel permis il faut obtenir? Est-ce qu'on doit comment on arrive à convaincre une mairie de nous laisser monter ce projet-là parce que ça reste encore un habitat alternatif. Donc vraiment un accompagnement législatif, ça aurait été super. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que justement, on va discuter avec Ma Petite Maison, qui est une entreprise dont la vocation est d'accompagner les porteurs de projets. Finalement, pour aller au bout du rêve, il faut pas être tout seul, parfois il faut être aidé. Donc on va tout de suite leur poser quelques questions. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous, chez Ma Petite Maison, justement, vous pouvez faire cet accompagnement, vous avez l'expertise, c'est quoi, les bons partenaires, comment ça marche? Eh ben, nous, il se trouve que du coup, Ma Petite Maison, on fait partie des premiers à avoir construit une tiny house dans les Cévennes entre 2012 et 2014, donc au moment où le mouvement est arrivé en France. Et donc, on a cette antériorité sur le marché, on a pu en devenir expert et comprendre un petit peu les mécanismes. Le retour d'expérience de tous les porteurs de projets, alors des projets qui ont échoué nous apprennent beaucoup, des projets qui réussissent nous apprennent aussi beaucoup. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en interne, on va connaître le marché, on va pouvoir vous poser les bonnes questions et vous aider. Et en même temps, de par cette connaissance de marché, on a créé un réseau, on connaît des gens qui sont experts, ou en tout cas qui connaissent la tiny house. Des banques, par exemple, on a un partenaire au niveau de la banque, on a un partenaire au niveau des assurances, de la lecture des codes d'urbanisme et tout ce qui va être document comme ça. Vivre en tiny house, c'est pas juste changer de logement, c'est aussi changer de mode de vie la plupart du temps, un petit peu de manière obligatoire. On vit dans un espace beaucoup plus petit. Comment est-ce qu'on fait alors pour sauter le pas, justement? Je pense que c'est un processus un peu à l'intérieur de soi aussi. Alors, bon, déjà, je casse un mythe pour nous. En tout cas, bon, on n'a pas d'enfants, on est deux à vivre dedans vraiment à l'année, tout le temps. On ne trouve vraiment pas que c'est petit. On a aussi, avec ma femme, on est passé par plusieurs étapes, en fait. On a déménagé plusieurs fois. On a eu aussi toute une période où on a voyagé. C'est marrant, on retrouve ça souvent chez les gens qui ont envie de vivre dans une tiny house. C'est des gens qui ont pas mal voyagé avant. Et en fait, après, on avait vécu dans 30 mètres carrés à Lyon, puis dans 25 mètres carrés à Aix-les-Bains. Et en fait, à chaque fois, on a fait du tri en se disant, mais en fait, tout ça, depuis qu'on est parti à l'étranger, on ne s'en sert pas. Bon. Donc, c'était tout un processus dans la tête, mais aussi, voilà, ça prend le temps que ça doit prendre. Qu'est-ce qui fait que ça rend heureux par rapport à la vie en appartement? On passe beaucoup de temps dehors quand on est dans une tiny. On fait beaucoup de rencontres aussi. Nous, il se trouve qu'on a la chance d'être à la ferme parce qu'au moment où on a cherché un terrain, on savait que c'était quelque chose qui pouvait nous prendre du temps, qui pouvait être problématique. Donc, on s'est dit qu'on voulait aller découvrir quelque chose de nouveau. Donc, on a contacté des fermes. On est tombé sur des gens extraordinaires ici. Et donc, voilà, on a des montagnes un peu tout autour. Et on rencontre des gens tout le temps. Donc, cet habitat-là, par rapport à un appartement, quand on était à Aix-les-Bains en plein centre-ville, nous, on aime bien vivre en centre-ville parce que c'est sympa. On descend les escaliers, tout de suite, on peut prendre un café, on peut aller faire du télétravail dans un petit café ou manger dans un restaurant. Mais finalement, on est tout le temps tout seul. Et à Lyon, c'est ce qui nous a un peu qui nous a rendu tristes. Nos voisins, on avait plein de voisins. On était dans une résidence avec plusieurs centaines de personnes. On croisait jamais personne. Et quand on se croisait, on se disait à peine bonjour. C'est un tout en fait qui va nous rendre heureux aujourd'hui. C'est pas la maison en tant que telle, elle nous apporte de la joie, mais le bonheur, il va être partagé avec tous les gens autour.